Monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, chère Élodie, mes chers collègues, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Ces mots ont été rappelés, ces mots sont forts, ils sont inscrits à l'article 1er de notre Constitution depuis 1999. Cette inscription traduit la volonté du législateur d'accompagner par le droit les mutations de notre société. Sur ce fondement, de nombreuses avancées législatives ont eu lieu en matière de parité depuis plusieurs décennies. Rendons hommage à toutes ces lois. On peut notamment penser à la loi du 6 juin 2000, à la loi du 31 janvier 2007 visant à féminiser les exécutifs locaux pour les communes de plus de 3 500 habitants, ou encore la loi du 17 mai 2013, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, relative à l'élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires. Pourtant, malgré ces progrès, il reste encore du chemin à faire, à parcourir pour atteindre la parité dans la vie politique. En effet, la législation en faveur de la parité comporte des angles morts, notamment en ce qui concerne les communes de moins de 1 000 habitants, où la loi n'est pas contraignante, et dans les intercommunalités qui ne sont que partiellement soumises à la parité. Ainsi, aujourd'hui, plus de 80% des maires et 89% des présidents d'intercommunalités sont des hommes. Et cette tendance à la sous-représentation des femmes est exacerbée dans les communes de moins de 1 000 habitants, soit dans plus de 70% des communes de France. Ces chiffres traduisent un constat. Si nous avons inscrit dans notre loi un égal accès aux fonctions électives, nous ne sommes pas pour autant arrivés à une égalité réelle, et je crois qu'il faut le rappeler. Et comme le dit si bien ma collègue Jackie Laforge, à qui je souhaite rendre hommage parce qu'elle a tenu bon et elle continue à tenir bon sur ce sujet, je pense qu'on peut l'applaudir, mes chers collègues. Si la parité, elle nous le rappelle, si la parité n'est pas imposée par une loi, elle ne s'impose pas d'elle-même. Alors la sous-représentation des femmes dans les fonctions électives et dans les postes à responsabilité s'explique par le fait que ce sont des sphères de pouvoir où, trop souvent, la cooptation masculine et l'autocensure des femmes empêchent les femmes d'avoir accès aux mêmes carrières que les hommes. Et je pense qu'il faut le rappeler. À cela s'ajoutent également des phénomènes sociétaux très enracinés, comme la répartition inégale des tâches domestiques entre les hommes et les femmes, qui rendent la conciliation vie privée, vie publique, vie professionnelle difficile. Ces difficultés rencontrées par les femmes sont à l'œuvre dans toutes les strates sociales et dans tous les milieux professionnels. Alors, pour promouvoir activement la place des femmes aux postes à responsabilité et faire évoluer notre société, le législateur a un rôle à jouer. Il est nécessaire que nous légiférions. On connaît par exemple l'impact essentiel qu'a eu la loi Copé-Zimmermann en son époque. Et j'espère que la loi Rixain, que nous avons également votée durant cette mandature, aura cet effet. Les avancées législatives majeures montrent l'importance d'une volonté politique forte pour accélérer l'égalité. Alors, il est désormais temps à nouveau d'agir en faveur de cette accélération de la parité. Cette fois en faveur de la représentation des femmes dans la politique locale. En effet, dans le monde politique, le plafond de verre est particulièrement épais. C'est même un plafond en verre trempé. Conciliation des obligations familiales, je l'ai rappelé, avec les exigences d'un mandat d'élu local, qui sont des mandats, on le sait, très prenants. Normes sociétales ou encore autocensure représentent autant de freins à la présence des femmes aux fonctions électives. Et pourtant, elles sont évidemment tout aussi compétentes, tout aussi ambitieuses aussi, tout aussi capables d'exercer ces fonctions. J'irai même plus loin, leur opinion, leurs analyses sont primordiales pour que certaines réalités ou certains enjeux entrent dans le débat public. Et je suis pour ma part fier d'appartenir à une Assemblée nationale qui n'a jamais été aussi féminine. C'est pour cette raison que nous devons intervenir. Le groupe Modem et démocrate apparenté est engagé depuis le début du mandat pour favoriser les évolutions institutionnelles et permettre d'arriver à une parité non seulement de droit, mais aussi de fait.
La parité en politique constitue une double exigence, une exigence sociétale et une exigence démocratique. Sociétale, car garantir la parité en politique, c'est participer à lever les obstacles auxquels sont confrontées les femmes au sein du monde politique comme dans l'ensemble de la société. Et évidemment, exigence démocratique, face à la crise de la démocratie représentative que nous traversons, nous devons agir pour que tous les Français, et donc toutes les Françaises, aient les mêmes chances d'accéder aux fonctions électives. C'est pourquoi, pour répondre à ces enjeux cruciaux, nous, législateurs, avons un rôle à jouer. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui instaure une parité obligatoire pour toutes les élections et toutes les fonctions exécutives. Le texte trouve un équilibre entre le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, inscrit à l'article 1er de la Constitution, je l'ai rappelé, et le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions consacré à l'article 4 de notre Constitution. Cet équilibre indispensable du texte a été permis par le travail formidable mené depuis décembre 2020 par mes collègues Élodie Jacquier-Laforge et également Raphaël Schellenberger, co-rapporteur de la mission Flash sur la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal. À l'article 1 de la proposition de loi, nous étendons le scrutin de liste paritaire à l'ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Il prévoit que les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette extension du scrutin était susceptible de se heurter au principe constitutionnel de pluralisme, puisque dans les petites communes, la constitution de listes complètes et paritaires est mécaniquement plus difficile en raison du faible nombre d'habitants et donc de candidats potentiels. Alors pour pallier cet éventuel problème, le texte autorise le dépôt de listes incomplètes, déjà possible pour les communes de moins de 500 habitants aux communes entre 500 et 999 habitants, pour lesquelles le nombre minimum de candidats par liste sera fixé désormais à 11. Ceux qui diront, par facilité, par conservatisme, ou peut-être par fainéantise, que cela n'est pas réalisable, n'ont pas dû concerter les élus locaux. Les associations d'élus, comme l'AMF ou la DCF ou encore l'AMRF, sont favorables à cette évolution, qui est également préconisée, vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, nous devons vraiment avancer et franchir ce pas aujourd'hui. Alors, à l'article 5, ajouté en commission, les dispositifs du texte n'ont vocation à s'appliquer qu'à compter des prochaines échéances électorales municipales en 2026, laissant ainsi un temps d'adaptation. Personnellement, je le trouve un peu trop long, ce temps, mais voilà, c'est déjà un tien vaut mieux que deux tu l'auras, comme le disait si bien ma grand-mère. Dans un souci de rendre l'évolution plus graduelle, le texte prévoit également de diminuer le nombre des membres du conseil municipal pour les communes entre 500 et 999 habitants, de 15 à 13 membres. Ce dispositif traduit l'attention particulière qui a été apportée aux spécificités des petites communes, afin que la mise en œuvre de la parité ne se fasse pas au détriment de la vie démocratique, mais bien à son profit. Le texte vise également à assurer la parité dans les intercommunalités, et c'est un vrai angle mort qu'il nous faut combler. Le dispositif initialement prévu, dont certains trouvaient la rédaction un peu complexe, voire impossible à mettre en œuvre, on a travaillé, il a été remanié, et nous soutiendrons cette nouvelle écriture qui allie lisibilité et efficacité. Enfin, petite remarque sur le sujet, c'est qu'à chaque fois qu'on ne veut pas faire, on dit que c'est compliqué. À chaque fois. Et donc, parfois, oui, c'est compliqué, et parfois, nous devons trouver des mécanismes qui paraissent compliqués, mais pour arriver à un résultat nécessaire. Et aujourd'hui, vous le constatez tous dans vos intercommunalités, il y a très peu de femmes dans les exécutifs. Alors, la rédaction prévoit que la répartition des vice-présidents de chaque sexe au sein des EPCI doit s'établir en proportion de leur répartition au sein de l'organe délibérant pris dans son ensemble. Moi, j'avoue que je ne trouve pas ça si compliqué que ça, mais voilà. Ainsi, ce texte, Madame la rapporteure, représente une étape essentielle pour l'accélération de la présence des femmes dans la vie politique locale. Ces dispositifs dont nous discutons aujourd'hui sont bien plus que des contraintes arithmétiques. Ce sont des outils forts qui permettront de promouvoir activement une culture paritaire et de donner à nos concitoyens la place qu'elles méritent dans le débat public local. La parité est l'un des défis de notre temps.
Nous devons tous nous mobiliser, tous nous engager, femmes, hommes, responsables politiques, société civile, citoyens, pour réduire les inégalités auxquelles doivent encore faire face les femmes, que ce soit au sein du monde politique ou dans l'ensemble de la société. Le groupe démocrate, mobilisé depuis le début du quinquennat pour la parité, ainsi que pour la modernisation de notre vie démocratique, votera évidemment en faveur de ce texte, un beau texte qui représente une évolution favorable, très favorable, en faveur d'une égale représentation des femmes dans la vie politique.